Comme prévu, Maia Sandu est arrivée en tête du premier tour des élections présidentielles en Moldavie. Et comme elle l'espérait, elle a validé son référendum pour inscrire dans la Constitution le processus d'intégration européenne. Comme prévu donc, et pourtant rien ne s'est passé comme prévu, les résultats sont très décevants pour Maia Sandu et pour son camp. Le référendum notamment n'est validé que par une avance de quelques milliers de voix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les commentateurs parlent de douche froide. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on explique les raisons de cette douche froide et les conséquences de ces scrutins sur la vie politique moldave et le processus d'intégration européenne. Donc hier, dimanche 20 octobre, se sont tenues des élections en Moldavie, le premier tour de l'élection présidentielle et un référendum pour inscrire ou pas le processus d'intégration européenne dans la Constitution. Donc d'abord, comme à chaque fois qu'on parle de scrutin, la participation, elle s'est élevée à 51,68%, ce qui fait environ 1,5 million d'électeurs. Ça a suffi pour dépasser les 33% requis pour valider le référendum constitutionnel, mais 51% c'est quand même très peu au vu des enjeux du scrutin dans le contexte de la guerre russe dans l'Ukraine voisine. À la présidentielle, il y avait 11 candidats, Maia Sandu était la favorite des sondages, et effectivement elle a remporté plus de 42% des voix, mais ça c'est grâce à la diaspora. Hier soir à 23h minuit, elle ne comptait que 36% des voix. Pendant la nuit, les bulletins des bureaux de vote de l'étranger ont été dépouillés et ça l'a porté à 42%. Pour le référendum, c'est encore plus marqué. Hier soir à 23h minuit, le non l'emportait aux alentours de 54-55%, et ce matin, après le dépouillement des votes de l'étranger, eh bien on était à 50-50. Et au final, le oui l'emporte avec environ 50,4% des voix, ce qui fait une avance d'environ 10 000 voix sur un total de 1,5 million d'électeurs. Donc d'une part, les Moldaves de l'étranger confirment le poids essentiel qu'ils représentent dans la vie politique du pays, et d'autre part, on confirme aussi de très profondes dissensions régionales. Par exemple, la capitale, la municipalité de Chisinau, a soutenu Sandu et le référendum, mais à part Chisinau, il n'y a que 6 districts dans le pays et la diaspora où le oui arrive en tête. La Gagaouzie confirme son orientation très eurosceptique et très pro-russe. Elle a voté à 95% pour le non au référendum. Et c'est d'ailleurs assez intéressant puisque c'est plus radical qu'en Transnistrie, donc une région qui est coupée du pays depuis 1992 et qui est censée être très russe, pro-russe. Et là, seulement 62% des électeurs ont voté pour le non. Ce qui fait que Maia Sandu est loin de pouvoir célébrer quoi que ce soit. Elle arrive en tête à la présidentielle et le référendum qu'elle a proposé aux Moldaves est effectivement validé, mais ses scores sont très faibles, surtout celui du référendum, et particulièrement très faible en Moldavie même. Donc une des questions qui se pose en ce moment, c'est de savoir si le référendum va effectivement être validé ou si à la fois le gouvernement ou l'opposition vont demander son annulation. Mais en tous les cas, ces résultats assombrissent les perspectives du gouvernement et réduisent sa marge de manœuvre. Bon, je vais y revenir. D'abord, je veux m'arrêter sur les raisons de ces résultats. Bon, en premier lieu, ce sont des sondages qui se sont lourdement trompés. Il y avait certains sondages qui donnaient même Maia Sandu gagnante dès le premier tour avec 60% des voix. Les diversités régionales n'ont pas été bien prises en compte, pas plus que la mobilisation de la diaspora, et les manipulations de l'opposition ont été largement sous-estimées. Donc cette campagne a été marquée par de fortes ingérences étrangères. Les Européens ont aussi été très actifs, ils ont multiplié les promesses de soutien financier ou encore en matière d'approvisionnement énergétique, mais les Européens ne se sont pas livrés aux manipulations et aux fraudes du camp pro-russe. Il y a quand même une grosse différence ici. Les autorités ont mis à jour ces dernières semaines des réseaux très bien organisés, animés par l'oligarque en exil en Russie, Ilyan Shor, qui visait à acheter des votes, à répandre de la désinformation à tout va, à corrompre des membres de commissions électorales. Hier encore, un certain nombre d'infractions ont été rapportées, mais après, on ne peut pas non plus expliquer l'entièreté de ces résultats par les seules fraudes. La principale raison, c'est la stratégie de Maia Sandu et de son équipe qui a lié sa réélection au sort du processus d'intégration européenne. Donc elle aurait pu en tirer une grande victoire et un mandat clair pour les années à venir, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Les Moldaves qui ne voulaient pas voter pour elle, eh bien ils ont aussi voté non au référendum pour la décrédibiliser. Et donc maintenant, la déconvenue personnelle de Maia Sandu nuit aussi à l'objectif plus général de l'intégration européenne. Ça polarise encore un peu plus les camps politiques et les régions à travers le pays. Ça conforte notamment la Gagaouzie dans sa position spéciale, disons-nous, et ça peut potentiellement compliquer la politique
politique étrangère de la Moldavie dans le contexte de la guerre russe en Ukraine. C'est donc bel et bien une douche froide et potentiellement une victoire à la Pyrrhus. Et donc maintenant, une des grandes questions, c'est de savoir si le référendum va être validé ou va être annulé, puisque Maia Sandu a déjà dénoncé des fraudes en masse et promis des mesures très fermes. Mais si elle annule un référendum qu'elle a elle-même gagné sur le papier, eh bien ça sera très difficile à réorganiser. Et de manière tout aussi urgente, qu'est-ce qu'il va advenir au second tour de la présidentielle? Puisque avec ses 42%, Maia Sandu est visiblement arrivée à la limite de ses réserves de voix, alors que ses opposants, eh bien non seulement ils sont encouragés par les résultats du référendum, mais en plus de ça, ils peuvent se coaliser contre elle au second tour. L'entre-deux tours va donc être très rythmé, en toute logique, et tout cela va peser sur les législatives qui doivent se tenir dans le premier semestre 2025 et qui s'annonçaient de toutes les manières très difficiles pour le PAS, le parti au pouvoir. Et on suivra ça ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je file et je vous retrouve demain.